personnes aujourd'hui qui ont des diplômes, qui sont lettrés, qui font la promotion, indépendamment des couleurs politiques. Donc on a un problème au niveau de l'éducation. Enfin, chers amis de la presse, la matérialisation excessive de la vie nationale en tous ses aspects, notamment politique, a tué aussi la constitution de la démocratie. Le bénévolat, le volontariat n'existe plus. J'ai vu des vidéos, les gens réclament leur paiement pour être agent des bureaux de vote. Vous voulez construire une démocratie quand il faut payer, quand il faut peut-être avoir besoin de sommes folles parce que quelqu'un veut changer, même pour aller être représentant d'un bureau de vote, on le paie quand même. Donc, et pour tout, hein, je vous l'avais déjà dit ici, même pour balayer les rues là, dans les villages aujourd'hui, il faut payer les gens pour balayer les rues du propre village. Il faut leur donner ceci, cela. Tout ceci se bâtit sur ce volontariat. Je regardais récemment un documentaire au Japon où un enfant de 10 ans, un volontaire pour être guide touristique auprès des touristes qui arrivent de l'étranger. On a pris ça chez nous. Tout se paye. Et donc, ça crée un coût dans la démocratie. Ça paraît anodin. Payer à des sommes souvent négligeables. Pour la simple question que certains pensent, ah, comme ils veulent être à la tête de l'État, c'est l'occasion pour nous de prendre ça. Et c'est un cycle qui finit pas. Et donc, ça fait qu'une des implications, c'est qu'on ne suivait plus. On ne peut pas suivre le scrutin, on ne peut pas suivre le lobby national, on ne peut pas engager des activités, on ne peut pas balayer nos localités. Le bénévolat, le volontariat, ça fait partie de la promotion des valeurs. Et puis le bénévolat, qui n'existe pratiquement plus. Et ça a une implication dangereuse. Il peut avoir des bonnes idées, mais comme il n'a pas 25 000 personnes à payer à 12 000 francs par personne pour les bureaux de vote, non. Les choses vont se faire, personne ne s'en émeut. Voici un peu l'appréciation générale de notre contexte. Autre élément du des prémices, c'est la procédure de nous proposons des réformes. Et je répète, je l'ai dit dans cette salle plusieurs fois. Ce n'est pas le changement de la loi. Il faut aujourd'hui en Côte d'Ivoire une vraie réforme. Chaque fois que la loi est votée, on dit non, il y a eu une réforme, non, il y a eu une réforme de la presse, réforme de la protection des droits, réforme. Non, ce n'est pas une réforme, chers amis. Et il est important aujourd'hui qu'on s'inscrive dans une logique de réforme, de vraie réforme. La réforme, c'est tout le processus de discussion préalable à l'adoption d'une loi, qui va au-delà de l'Assemblée nationale ou du Sénat, qui parle des journalistes, de la société civile, des foi, des religions, des chambres consulaires, des partis politiques. Tout le monde en consulte pour un peu. On crée une appropriation. On crée une appropriation du processus qu'on va mettre en place. Chacun dit, ah oui, moi j'avais participé, c'est nous qui avons suggéré que tel article soit modifié parce qu'il y a des choses. C'est comme ça que la loi est faite. Mais on rejette la loi parce qu'on n'a pas été impliqué. On veut une vraie réforme qui ouvre le champ aux vraies consultations, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Un parti peut bénéficier d'une situation d'un droit, mais c'est ce parti qui gagne au détriment de la Côte d'Ivoire. Ouvrons aujourd'hui une vraie réforme qui inclut tous les citoyens. Et en cette matière, la Côte d'Ivoire ne révolutionnera pas. C'est ce qui se passe partout dans le monde. Vous avez entendu parler des town halls aux États-Unis. C'est les endroits où les sénateurs, les élus vont consulter la population. C'est comme ça. C'est ça une démocratie. Donc il faut mettre en place aujourd'hui une réforme électorale. Et le contenu de la réforme, nous allons proposer des axes. Il faut consulter les gens. Pas que c'est un beau matin, l'Assemblée nationale a discuté, elle a adopté telle loi. Ça ne se fait pas. Sinon, ce sera une loi pour l'Assemblée nationale, pas pour les populations. Surtout que les députés en Côte d'Ivoire n'ont pas pour habitude de revenir dans la population pour soumettre des idées ou des lois là-bas. Donc il faut réellement une réforme qui implique tout le monde. Deuxième point, c'est que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens adorent leur pays, ce qui est une très bonne chose. Mais ils font de leur pays une sorte de planète qui est hors de la planète Terre. Tout ce que vous dites, ah non, ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire, ça ne peut pas aller en Côte d'Ivoire. Donc ça fait qu'on n'adopte même pas des principes universels en matière d'élection. Ça, ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire, ça ne peut pas aller en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un cas particulier. Mais quel est ce pays qui les envoie aucun pays sur la planète Terre? Donc, il faut qu'on interroge des principes universels que nous avons adoptés. Il y a des principes onisiens, il y a les chartes, les conventions de l'Union africaine et au niveau régional de la CEDEAO, de tous les organes auxquels nous avons adhéré. Il faut qu'on les intègre dans notre corpus électoral, notre corpus législatif. Dernier élément de prémisse, c'est l'inclusion. Aujourd'hui, 75,6% de la population ivoirienne est composée de jeunes de moins de 35 ans.
Mais quand vous allez dans les partis politiques, chacun conçoit aujourd'hui les élections comme une exclusion. Il y en a qui vont applaudir des exclusions parce qu'ils sont dans les partis, ils vont applaudir, c'est très bien. Il y en a qui vont blâmer parce qu'ils ne sont pas là-bas. Mais une élection, c'est inclusion. L'exclusion est l'exception dans une élection. Mais les Ivoiriens aujourd'hui sont en train de diffuser cette conviction-là que quelqu'un ne doit pas être là. Ça, c'est des droits fondamentaux. Pour stabiliser un pays, il faut l'inclusion. Ayons dorénavant cette culture d'inclusion dans tout ce que nous faisons et que l'exclusion soit événementielle. Mais depuis 35 ans, l'exclusion est la norme. Quel que soit le pouvoir, l'exclusion est la norme. Et on avance comme ça. Et ceux qui étaient exclus hier se félicitent d'exclure aujourd'hui. Et ceux qui étaient exclus hier sont exclus sur la base de positions que eux-mêmes avaient prises avant. Et on avance comme ça. On ne se construit pas. L'inclusion est la norme dans une élection, dans un pays, dans une démocratie. C'est l'inclusion qui crée la stabilité. Donc il faut que les Ivoiriens progressent dans cette idée-là. Que chaque fois que quelqu'un ne bénéficie pas des droits que lui confère la Constitution ivoirienne, il y a un problème. Chaque fois que quelqu'un n'a pas les éléments, que les textes qui existent lui permettent, de faire certains mouvements, certaines activités, il y a un problème. L'inclusion, on va à une élection. L'élection, c'est quoi? C'est la légitimation d'une aspiration pour un poste de président, de maire, de député, de chef d'État devant une population. Donc, c'est la population qui a la sanction. Tu dis, mais toi, Vincent Tobi, et moi, je t'apprécie, je te donne 55%. Ou des gens te disent, non, moi je ne suis pas d'accord, je te donne tel pourcentage. C'est la population qui est le censeur d'une ambition. Et non pas les textes ou les institutions. On n'en sort pas. On n'en sort pas. Et tout le temps, on vient dans ce même débat. Donc, c'est important aujourd'hui qu'il y ait cet envolé au sein des partis politiques, au sein des institutions, que nous, maintenant, qui voyons, quand nous regardons les acteurs, non, il y a un problème. Donc, l'inclusion, on doit être là. C'est sur la base de ces promesses, donc, l'application générale de la procédure de la réforme qui doit concerner tout le monde, de l'harmonisation avec les principes universels, de l'inclusion que nous proposons maintenant, les axes de réforme. Il faut aujourd'hui, après tout ce que nous avons fait, avoir des actes de réforme sur lesquels nous travaillons. Certains parmi vous étaient une confiance que nous avons faite, parce que la plupart des recommandations que nous faisons ici, nous avons fait déjà en 2023. Certains journalistes disent, non, ça la veille des élections, et ils sont en train de choses, mais souvent il y a des propositions qui sont faites, mais dont personne ne tient compte. Ces propositions sont en 2023 et elles sont restées actuelles. Et nous avons juste actualisé quelques éléments. Vous allez voir même en comparant les textes. Sachez que dans le suivi politique des démocraties et des États africains, il est admis qu'un pays qui a connu une crise grave commence à se stabiliser après la 4e élection pacifique, crédible et acceptée. J'espère que nous faisons comprendre. Dans les démocraties, quand on a observé l'ensemble des pays africains depuis 65 ans, c'est-à-dire depuis 1960, on a tiré la conclusion que quand un pays sort de crise grave, de guerre, de déchirement, de division, c'est quand il a fait une 4e élection, pendant laquelle les 3 autres élections ont été stables, qu'il commence à être considéré comme pays stable. La Côte d'Ivoire a son 4e cycle électoral, et chacun de ces cycles électoraux depuis 2010 était problématique. Donc ça veut dire que nous avons justement parcouru. Aujourd'hui, les gars en face et soyons courageux. C'est pour cette raison que, mesdames et messieurs de la presse, nous proposons les axes suivants. Le premier, c'est ce qui s'appelle l'architecture constitutionnelle et légale. Notre constitution, la dernière, a fait l'objet de trop d'interprétations. Et quand une constitution ouvre la voie à autant d'interprétations, c'est un danger parce que les interprétations conduisent à des décisions qui déstabilisent l'État. C'est ce qui arrive actuellement. C'est ce qui arrive actuellement sur des critères d'éligibilité, sur le nombre de mandats et sur autre chose. Je crois que le temps est venu que nous assignions avec un dépassement pour revoir notre constitution et pour en faire un instrument de consolidation de notre unité et non pas un instrument d'exclusion ou d'interprétation ou d'instabilité. Il faut revoir la constitution de la République de Côte d'Ivoire, encore une fois avec les prémices que je viens d'énumérer, avec une volonté d'inclusion et une consultation de bouche. Donc, sur le premier élément des axes que nous proposons, l'architecture légale et constitutionnelle, il faut revoir la constitution.
je ne vais pas vous ennuyer ici avec tous les textes. Les juristes sont mieux placés pour vous indiquer, mais il y a des détails qui pourront être donnés à l'occasion des travaux qui vont s'ouvrir. Si les gens veulent bien connaître ce débat. Deuxième élément, ce sont les lois, notamment la loi électorale. Il faut vous avez une autre loi électorale. Je ne sais pas si certains parmi vous ont pu acquérir, il y avoir une copie de la loi électorale. Mais la loi électorale est assez complexe. Elle a été modifiée plusieurs fois, à tel point que souvent c'est difficile de trouver des articles. La loi électorale qui est là ne nous a pas toujours permis d'organiser des élections sans violence. Reprenons la loi électorale. Adoptons une nouvelle loi électorale avec l'expérience que nous avons. Il faut revoir la loi électorale. Ça, c'est le premier point qui s'appelle l'architecture légale et constitutionnelle. Nous demandons qu'il y ait une révision de la Constitution sur tous les aspects qui ont créé des problèmes depuis 2016. Et nous demandons que la loi électorale soit révisée. Donc, premier axe de la réforme que nous proposons. Deuxième axe de la réforme que nous proposons, c'est le cadre institutionnel. Et nous voulons ici, entre autres institutions, nous la présenter sur deux. La première institution, c'est le Conseil constitutionnel, qui a une partie des compétences électorales. Depuis 35 ans, la plupart des décisions prises par cet organe a donné lieu à des interprétations politiques et souvent à des situations dans le pays. Et aujourd'hui, il faut que nous avancions. C'est pour cette raison que nous proposons, par la révision de la Constitution, la création d'une haute cour électorale. Nous proposons la création d'une haute cour électorale. La haute cour électorale sera une cour qui sera spécialement dédiée à toutes les questions électorales. Cette cour électorale prendra les compétences en matière d'élection du Conseil constitutionnel et les compétences en matière d'élection du Conseil d'État. Le Conseil d'État a une partie des compétences en ce qui concerne certains types d'élections. Tout cela sera consacré dans une cour. Certains diraient non, c'est la création des institutions supplémentaires. Mais si notre plus grande drame dans notre vie nationale, ce sont les élections, si notre pays, chaque fois, est en difficulté à cause des élections, donc on prend des mesures pour revoir la vie de nos institutions, pour stabiliser notre pays. Nous demandons que la haute cour électorale soit instituée et qu'elle, dorénavant, joue le rôle d'organe qui fait tout ce que aujourd'hui le Conseil constitutionnel fait en matière électorale, ou que le Conseil d'État fait pour les autres juridictions. Donc, ce n'est pas nouveau. Ça, c'est chez nous, en Afrique francophone, mais les cours électorales existent dans certains pays, notamment en Afrique de l'Est et en Afrique australe, les cours électorales. Ce sont elles qui traitent toutes les questions. Mais bien sûr, en raison des normes et certaines situations juridiques particulières, cette institution ne peut se faire que par une révision de la Constitution où tous ces éléments sont précisés. Donc, la haute cour électorale va donc être une cour qui va faire que ça. Parce que si chaque fois, le Conseil constitutionnel est un organe noble, mais si chaque fois que ces décisions en matière électorale amènent des interprétations politiques, ça crée des problèmes sur la perception d'une institution aussi noble. Donc, il faut créer cette haute cour électorale. Ce n'est pas une institution supplémentaire, c'est pour régler notre instabilité qui ne semble pas trouver de solution chaque fois que nous avons élection. Et c'est pourquoi nous sommes indépendants. Parce que l'institution d'une cour électorale indépendante pourrait stabiliser, régulariser notre démocratie. Qu'est-ce que nous proposons pour le fonctionnement de la haute cour électorale? Nous proposons que 4 corps particuliers composent la haute cour électorale. Le premier corps, c'est les syndicats de magistrats. Le deuxième corps, c'est le barreau, les avocats. Le troisième corps, c'est les syndicats supérieurs. Le quatrième corps, ce sont ce que j'appelle le collège électoral. On a des gens qui ont travaillé dans les bureaux des commissions électorales de Côte d'Ivoire ou dans les commissions centrales. C'est une expérience. Donc, on choisit donc des personnes dans ces corps. 2 personnes par corps, à part le dernier corps, on prend 3 personnes. Et ces personnes ne sont pas nommées par le barreau, par les syndicats de magistrats ou par les syndicats d'enseignement supérieur ou par le collège électoral. Ces personnes sont élues dans ces corps-là.
pour éviter la redevabilité une fois qu'elle commence à siéger. Donc, les 2 personnes dans le barreau qui sont élus sont élus à cause de leur peut-être audience, auprès de leurs collègues. Les 2 personnes élues au sein des syndicats des magistrats et les 2 personnes au sein de l'enseignement supérieur. Parce que il faut couper le cordon d'une éventuelle redevabilité ou d'une nomination qui peut arriver à compromettre une indépendance. Et puis vous avez maintenant 3 personnes dans le collège électoral, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des élections en Côte d'Ivoire, qui sont dans les commissions électorales, dans les commissions électorales passées comme celle-là, qui peuvent être 3 qui sont. Et pour chacun de ces corps, on a 2 personnes donc pour les magistrats, 2 personnes, un homme et une femme, pour le barreau, un homme et une femme, pour l'enseignement supérieur, un homme et une femme, et pour le collège électoral, il y a 3 personnes, dont 2 femmes et un homme. Ensuite, ce collège électoral, donc 9 personnes, élisent le président. Il y a 2 niveaux d'élection qui peuvent rendre le président de la haute électorale quelqu'un qui est un peu détaché d'une relation, d'une influence extérieure. Il est élu d'abord. Dans son corps, il est élu par ses pairs. Je ne suis pas en train de dire que ce système va couper toute influence extérieure, mais au moins, on a un petit niveau de détachement par rapport à certaines institutions de la République. Et voici ce que nous proposons pour que les décisions soient faites avec beaucoup de sérénité, pour que les Ivoiriens n'aient pas peur de venir qu'ils aient confiance en une cour qu'ils vont vers elle pour dire, écoutez, moi je sais que la cour électorale, elle a l'expérience, elle a la compétence, elle est suffisamment impatiente pour entendre des contentieux que nous avons. Et en amont, ça peut éviter justement les violences. Si je sais que je vais devant une cour électorale et que je peux avoir telle cause avec mes preuves, on évite les violences qu'on voit, parce que souvent, les violences sont dues au fait que les gens ne peuvent pas retrouver ça. Donc, nous réclamons la création d'une autre cour électorale. Cette cour électorale-là, vous avez le texte, vous allez avoir le texte avec beaucoup de certains détails sur la composition de cette haute cour électorale. Donc, je résume là sur la question de la survie, sur la question du Conseil constitutionnel. La Cour électorale doit pouvoir être maintenant l'organe de référence de tout ce qu'il y a comme élection en Côte d'Ivoire et un processus de désignation qui donne aux populations un sentiment quand même de parler à des gens qui sont redevables par personne en termes de nomination, en termes de beaucoup de choses. La commission électorale indépendante. La commission que nous avons vue, que nous avons actuellement, est le résultat d'un compromis, des accords politiques nationaux et souvent supervisés par l'international. Et c'est mettre fin à une crise grave que nous avons connue, peut-être la plus grave de l'histoire de notre pays. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette commission, dans son fonctionnement, ses attributions, sa composition, ses missions, est-ce qu'elle est encore opportune pour notre situation actuelle? À tort ou à raison, certaines personnes disent de ne pas avoir confiance dans la commission électorale. Que ces récriminations soient fondées ou pas, lorsqu'une partie de la population commence à émettre un doute sur l'intégrité d'un organe, il y a lieu d'essayer de se pencher à revoir cela. Et nous demandons donc, pour tout cela, que aujourd'hui la réforme commence à réfléchir. Connaissant un peu les habitudes des Ivoiriens, si je commence à dire exactement comment je pense qu'on fait la commission électorale, les débats vont très vite se cristalliser autour du fait qu'on a dit c'est telle chose, tel organe qui fait telle chose. Mais nous proposons simplement à ce niveau de la réflexion une commission électorale ou autorité électorale, ça va dépendre. Une commission électorale ou autorité électorale composée de 9 personnes. Mais 9 personnes indépendantes, parce que la tâche est immense, il faut quand même qu'ils couvrent beaucoup de matières. Des personnes indépendantes qui sont recrutées pour leur probité, pour leur parcours, pour leur expérience. Et nous disons que ces 9 personnes-là n'ont pas besoin d'avoir une expérience électorale, parce que nous avons quand même une administration. Donc, celui qui est fort dans une matière particulière, mais qui a une bonne réputation, que tout le monde reconnaît comme étant quelqu'un de confiance, peut être membre de cette commission électorale. On n'a pas besoin d'avoir des gens qui ont une expérience électorale de record pour le faire là, présent. Dans ce que nous proposons. On veut des personnes, que ce soit les domaines d'activité, qui ont cette reconnaissance sociale
de confiance, d'expérience, de probité, d'honnêteté. Et il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Et ce sont ces personnes-là qui vont proposer. Donc, ce que nous proposons aujourd'hui comme commission électorale exclut, comme vous l'avez constaté, les partis politiques. Après 15 ans de vie nationale, il faut que les partis sortent parce que ça crée beaucoup de problèmes. Il faut que les partis sortent aujourd'hui. Si nous sommes d'accord pour une commission électorale, on sort les partis politiques de la commission électorale ou de l'autorité électorale qui sera mise en place. Ça peut peut-être permettre un travail serein, qu'il n'y ait pas de bataille. Vous savez qu'en 2014, il a dû y avoir des changements législatifs pour accommoder les partis. En 2019, il y a encore des batailles. Tout récemment, il y a des partis qui sont sur la commission électorale. Et tout ça n'est pas bon pour la sérénité de l'environnement de travail au sein de la commission électorale. Il faut une commission électorale qui travaille avec certainement des éléments politiques, mais avec des critères techniques et qui apportent à la population la tranquillité dont elle a besoin. Donc voici ce que nous proposons. Bien sûr, certaines attributions au sein de la commission, notamment certains éléments, notamment le mandat et autres, peuvent être revus. Et nous allons avoir une commission électorale qui fonctionne de cette façon. Et cette commission de 9 personnalités indépendantes aura à ses côtés 3 cadres de constatation ad hoc qui seront là et qui seront consultés en fonction des circonstances. Le premier cadre de constatation, c'est les institutions et les ministères. On sait que tel ministère est important pour telles opérations électorales. Et ce ministère-là, on crée un cadre de constatation à les institutions où la flexibilité de l'exécution des opérations électorales. On crée également un cadre de constatation avec les partis politiques. Donc, la commission consulte tout le temps les partis, va dire ce qu'elle va faire, recueille les avis. Elle n'est pas liée par ces avis. Mais les partis politiques ne font plus partie de la commission. Et le troisième cas de constatation, c'est celui avec la société civile. Donc, la société civile, les partis politiques, les institutions sont exclus de la commission électorale. Ils ne sont pas inclus dans la commission électorale. Et on pense qu'avec cette approche-là. Maintenant, comment ces 9 personnes sont désignées, sont nommées, ça, c'est des choses qui peuvent se discuter à ce stade-là. Si je dis tout de suite que c'est telle institution de la République, on risque de biaiser le débat et se focaliser sur cette proposition. Troisième axe de réforme que nous proposons, c'est le système électoral. J'entends souvent dans les débats publics le système électoral, le système électoral. Non, le système électoral, c'est quelque chose de particulier. Le système électoral, c'est le mode de représentation dans une élection par les élections. C'est ça qu'on appelle le système électoral. Il est plus communément connu 2 systèmes électoraux qui sont très très connus dans le monde. Le premier, c'est ce qu'on appelle le scrutin majoritaire. Donc, comme ce qu'on va voir bientôt avec les législatives, celui qui a le plus de voix l'emporte. Celui qui a le plus de voix l'emporte. Ça, c'est le scrutin majoritaire. Celui qui a le plus de voix l'emporte. Mais dans la majorité, il y a la majorité absolue. Donc, 50 plus 1, pas 51, 50 plus 1, c'est la majorité absolue. Voilà la majorité relative, celui qui a le plus de voix dans tous ceux qui vont voter, comme ce qu'on va faire ici aux législatives. Il y a des pays où les législatives ont 2 tours. Il faut avoir une certaine majorité, mais chez nous, c'est la majorité simple. Donc, c'est le système majoritaire que nous avons appliqué sur eux. Et il y a un autre système électoral qui s'appelle le système proportionnel. Et ça, on le fabrique, on le fait tout le temps, sans que les Ivoiriens n'y prêtent attention, c'est les élections locales. Vous voyez, dans tous les conseils municipaux de Côte d'Ivoire, presque, vous avez dans le même conseil les gens de partis différents. Parce que nous faisons un système de représentation proportionnelle locale. Donc, quand on va aux élections, par exemple, la veille de Cocody, on prend le nombre de voix obtenues par tel parti, bien tel candidat. Et puis on fait un calcul de proportionnalité. Et donc, vous avez dans le nombre de conseillers municipaux différents partis. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, nous demandons aujourd'hui que, même au niveau législatif, on ait un autre système. Donc, on veut combiner aujourd'hui ce que nous proposons. Pour créer l'inclusion, ça qu'on combine les 2 systèmes. Donc, on a le système le scrutin majoritaire où une localité donnée vote pour un député. Mais la loi prévoit un certain nombre de sièges qui est partagé par tous les partis qui sont allés aux élections. Ça peut permettre une meilleure représentation. En Île-Maurice, par exemple, ça s'appelle le BSL,
le best loser system. Donc, vous allez aux élections, vous n'avez pas pu faire élire quelqu'un, mais vous avez beaucoup de voix. Donc, on partage ça avec les voix qui sont déjà en stand-by. Donc, ce stock de voix, de sièges, pardon, permet à tous les partis qui ont fait une bonne prestation, mais qui n'ont pas eu d'élu, de se faire retrouver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un parti X peut présenter des candidats dans, disons, 50 circonscriptions. Non, mais dans ces 50 circonscriptions, il n'obtient aucun député. Mais quand vous associez le nombre de ses voix, il a peut-être 175 000 voix. Donc il a une force. Il a 175 000 voix. Mais il n'est pas dans le Parlement. Donc la loi prévoit un certain nombre de sièges où ces partis-là, au prorata de leur voix, on leur donne. Tout ça, c'est pour mettre dans tous les pays qui ont une variété de population, de situations politiques, pour pouvoir avoir que tout le monde soit au Parlement. Ça paraît un peu complexe, mais c'est très facile pour la petite histoire, parce que je n'aime pas prendre l'exemple du Sénégal, parce qu'on a pensé que c'est mythique. Vous allez voir que c'est trop beau pour être vrai en Côte d'Ivoire. Pour la petite histoire, quelqu'un comme Ousmane Sonko en 2017 s'est présenté, il n'a pas gagné. Mais son parti a obtenu, je crois, 1,75% des suffrages dans le cadre du calcul que je vous dis là. Et le calcul a fait que son parti a eu un seul député, c'était lui. Et c'est comme ça que le PASTEF a grandi. Donc, l'idée n'est pas de favoriser les partis. L'idée, c'est l'inclusion. Parce que plus les gens sont représentés, plus il y a une vie nationale, diversité, d'acceptation, où les gens peuvent contribuer et ça crée la sécurité. Donc, nous demandons aujourd'hui que le temps est venu, nous disons aujourd'hui que le temps est venu pour que la Côte d'Ivoire revoie son système électoral pour créer cette institution. Parce que ça peut arriver. C'est arrivé dans des pays tels que le Lesotho en 1998, où pratiquement toute l'opposition n'était pas représentée au Parlement. À un moment donné, l'Éthiopie, sur 500 députés, avait un seul député de l'opposition. Et ça ne peut pas animer une vie nationale. Ça veut dire qu'il y a toute une partie de la population qui est là. Donc, revoyons, ça paraît un peu complexe, mais c'est quelque chose qui marche dans beaucoup de pays. Des pays tels que le Kenya ou d'autres pays, eux, ils vont même plus loin. C'est-à-dire la proportionnelle là, permet d'allouer des sièges de députés à des jeunes ou à des femmes. Comme ça, de facto, quand on va à une élection, on sait qu'on aura peut-être un tel pourcentage qui va permettre aux femmes d'être présentes au Parlement. Ça, c'est le troisième axe que nous proposons comme mouvement. Maintenant, il y a un grand, ce qu'on appelle les opérations électorales. C'est un grand chapitre des élections. Donc, c'est le quatrième axe des propositions que nous voulons faire aujourd'hui. Ce sont les opérations électorales. On appelle opération électorale tout ce que vous connaissez en matière électorale. Information, déploiement, logistique, impression des bulletins, tout ce qu'il y a comme activité d'une commission électorale s'appelle les opérations électorales. Nous demandons qu'il y ait des réformes au niveau des opérations électorales. Et le premier élément, c'est le découpage électoral. Vous avez beaucoup de commentaires autour du découpage électoral. Aujourd'hui, le temps est peut-être venu, après les élections d'après-crise, de revoir le découpage, parce qu'il y a certaines frustrations. Il faut équilibrer. Il y a des zones avec des représentations au Parlement et d'autres zones où la concentration des populations est très forte. Il faut revoir ça pour une équité nationale. Ça crée une cohésion au niveau du pays. Mais le découpage électoral que nous proposons a également pour but de spécifier les sièges qui seront à élection directe, donc scrutin majoritaire et un système proportionnel. Et ça, il faut vraiment qu'on commence à réfléchir à ça. Deuxième élément qui est très important, qui a été très discuté ces derniers mois, c'est la liste électorale. Il faut que vous sachiez que la liste électorale que nous avons actuellement date de 1980. La liste électorale que nous avons actuellement date de 1980. Donc elle a été modifiée depuis 1980. Et quand on est arrivé pendant la préparation de notre élection post-crise, on a fait la refonte de la liste électorale, c'est-à-dire qu'on a ajouté d'autres éléments. Dans cette liste, on a ouvert, on a fait les éléments, on a eu la refonte. Et aujourd'hui, la liste électorale fait beaucoup de critiques. Et c'est pas bon. Tout ce qui fait l'objet de vivre critique dans une démocratie est susceptible de fragiliser cette démocratie. Nous proposons aujourd'hui, je voudrais que cela soit clair, nous proposons l'établissement d'une nouvelle liste électorale. L'établissement, c'est qu'on met tout ce qu'on a de côté et on reprend un processus électoral à zéro. Venez vous inscrire.
venez vous inscrire. Donc, tous ceux qui remplissent ces conditions pour être inscrits sur la liste électorale viennent maintenant s'inscrire et on fait des inscriptions pour une vraie liste électorale. Si j'ai vu des exposés de certains partis politiques où il y a des gens qui ont certains âges sur la liste électorale, c'est dû aussi peut-être au fait que nous n'avons pas encore un fichier national consolidé par lequel on peut croiser les décès, les personnes qui arrivent à majorité, les personnes décédées, donc ça permettrait de faire ce travail. À défaut d'avoir cela actuellement, on doit partir sur la base d'une liste électorale consensuelle et nous proposons l'établir. Certes, ça peut être coûteux de le faire, mais c'est le prix à payer pour la stabilité. Si chaque fois nous sommes à risque de déstabilisation, de fracture de l'unité nationale, payons le prix qu'il faut. Aujourd'hui, procédons à l'établissement d'une liste électorale nouvelle, à zéro, avec tout ce qu'on veut mettre comme les données alphanumériques, les données biologiques, tout ce qu'on biométrique, on met tout, mais il faut arriver à une liste électorale qui sera systématique. Ainsi, les générations qui vont venir après nous vont peut-être améliorer. On fait des révisions des RLE. Pour l'instant, il faut opter pour un établissement de liste électorale. Et puis, bien sûr, il y a la procédure au niveau des opérations électorales. Nous demandons une revue des procédures de vote et également de la comptabilisation des votes. Et vous savez de quoi je parle, la comptabilisation des votes. Et également, nous demandons la revue des procédures contentieux, le contentieux administratif et le contentieux auprès des juridictions. Enfin, au niveau des opérations électorales, nous demandons la suppression pure et simple du parrainage. Parce que nous avons fait ici avec vous une conférence pour avertir la classe politique nationale que le parrainage allait créer des problèmes. Mais comme en Côte d'Ivoire, on a des débats événementiels dès qu'ils arrivent, on n'a pas voulu anticiper et dire, écoutez, il faut qu'on y réfléchisse. Regardez ce que le parrainage a causé. On dit quoi? Que le parrainage avait pour but de s'assurer de la crédibilité des candidats. Est-ce que tout le monde est d'accord pour répondre à cette question? Je dis que le parrainage avait vraiment pour but de voir si un candidat est populaire, s'il est chose. Est-ce que chacun est capable de le dire? Les arguments qui nous étaient opposés pour dire qu'on ne veut pas de candidats de plaisanterie, de ceci, de cela. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un dans cette salle peut me dire oui, c'est vrai, le parrainage a permis d'avoir des candidats qui font ça? Non, parce que les grands partis ont été éliminés sur la question du parrainage. Et bien sûr, nous également. Le parrainage, c'est une opération que les gens ne connaissent pas. Le parrainage est fastidieux. Regardez par exemple, je vous envoie ici, comme vous avez sur le plateau télé, la fiche de parrainage. Regardez une fiche de parrainage. Parce que tout le monde parle de parrainage, mais les partis, les candidats n'ont pas encore montré aux populations c'est quoi le parrainage. Voici la fiche d'enregistrement manuel du parrainage. Vous voyez? Donc vous avez l'appareil de la CEI, qui pour les raisons que nous avons déjà expliqué, ne marche pas souvent. Et je le répète, il faut éviter la circulation des mauvaises informations. Il n'y a aucun candidat, de tous les candidats qui sont passés à cette élection, qui ont obtenu l'entièreté de leur parrainage par parrainage biométrique. Ce n'est pas vrai. Personne n'a pu obtenir pour des raisons techniques difficiles. Tout le monde est parti sur ça, une partie, infime partie par biométrie et la majeure partie par le document physique. Voici par exemple ça. Dans ce document que le donne là-dessus, chaque page a 10 parrainages. Donc, vous voyez pour chaque parrainage, vous avez 15 indicateurs pour un individu. Donc, il y a ça. Vous voyez, biométrique, région, numéro d'électeur, nom et prénom, date de naissance du parrain, carte d'identité, date du parrainage. Vous voyez ça, vous avez ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et tout cela partage celui, contact, signature, le responsable régional. Et beaucoup de choses, c'est difficile. Mais parce que nous n'avons pas parlé du parrainage depuis notre exposé, je ne veux pas que cette conférence nous dise ça. Mais regardez ça. CNI, pièce à l'ornement du parrain. Nature de la pièce. Est-ce que c'est écrit carte d'identité? Est-ce que c'est écrit extrait de naissance? Est-ce que c'est écrit permis de conduire? Est-ce que c'est écrit passeport? Est-ce que c'est écrit carte professionnelle? Non. Donc, quand vous allez parrainer, vous prenez tout cela, CNI, la pièce d'enrôlement, vous mettez la nature de la pièce, vous mettez la pièce qu'on vous donne.
Vous voyez? Par contre, sur l'appareil vous donne deux choix. Quand vous êtes sur l'appareil qui marche, quand vous avez la chance, vous donne deux choix. Et là, c'est clair. Mais ici, ça ouvre. Donc, quand vous finissez de faire le travail, que vous revenez, que vous compilez, si on prend quelqu'un qui a la nature de la pièce, qui a une pièce, donc parmi toutes les pièces que j'ai citées, que vous mettez le numéro, si on prend ce numéro, qu'on le croise à une base de données des cartes d'identité, il est normal que ça se retrouve pas. Parce que le texte, le document ne dit pas la nature de la pièce, ne dit pas CNI ou certificat de nationalité ou attestation d'identité. Ça ne dit pas. Donc c'est ouvert. Donc à partir du moment où nous n'avons pas encore la capacité de croiser ces données, il faut enlever les leviers qui empêchent. J'ai posé la question, je la réitère. En quoi le parrainage a amélioré nos élections? J'ai posé la question avant avec vous ici dans cette salle en juin. Et aujourd'hui, je la repose. En quoi le parrainage a amélioré? Et la carte, par exemple, que nous avons, la carte est où? Elle est, oui. Et là, par exemple, nous, voici notre parrainage. Nous avons fait un parrainage stratégique et politique. Nous avons fait le parrainage dans toutes les zones de pour savoir si nous avions une certaine représentativité nationale. Nous ne sommes pas contentés du nombre. Nous avons eu 20 régions de Côte d'Ivoire que nous avons soumises à la Commission électorale. Et 5 régions en stand-by que nous avions au cas où il y avait des préoccupations là-bas. Le Conseil, dans le contentieux, nous demande de venir peut-être apporter des éléments d'information. Donc nous avons fait un parrainage qui est là, qui pour nous est stratégique. Nous avons 6 régions au nord de la Côte d'Ivoire. Et nous voyons si à l'est, à l'ouest, nous pouvons encore avoir des populations telles que les populations d'ici, de Guéou. Nous avons pratiquement tout le centre de la Côte d'Ivoire. Le Bélier, le Nzi, Fou. On va à l'est, là-bas, avec ces localités. Et puis pratiquement tout le sud. On prend également le Bélier, le Morono, le Gol, le Djibois, à Yabitiassa, San Pedro, le Boclet, les Grands Ponts et tout ça. Donc tout ça a été fait pour montrer un peu que nous avons fait toutes ces localités. Si le parrainage est aussi facile, mais tout le monde en a fait 33. C'est-à-dire les 31 plus il y a ce groupe d'habitants. Mais c'est quelque chose d'assez compliqué. Ça se fait de façon parce que nous avons profité du parrainage pour voir également quelle va être la réceptivité de notre message à cette population. Donc nous avons fait le parrainage pour montrer que nous voulons une Côte d'Ivoire sans que les voix soient forcément basées dans les zones sociologiques. Et nous avons fait. Quelqu'un incompte ma présentation, il a coupé ça, je ne sais pas. Ouais. Donc voilà. Je ne sais pas ce que nous avons fait, mais nous passons nos 20 régions que nous avons déposées. Donc, quand nous prenons aujourd'hui le parrainage, que certaines formations politiques, certains candidats, ils sont pas, leur candidature n'est pas validée, on s'est dit, mais le parrainage, et je l'avais dit dans cette salle, peu importe le parti politique, le parrainage peut constituer d'éléments d'invalidation des partis politiques. Peu importe qui il est. Je l'avais dit dans cette salle, en anticipation. Et à l'époque, certains acteurs politiques m'ont dit non, c'est pas grave, c'est un bon, parce qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Et je l'avais dit ici que ceux qui le supportaient ne savaient pas. Allons sur des bases, encore une fois, d'inclusivité. Laissons le peuple sanctionner ou accepter, rétribuer, reconnaître, rejeter des candidats. Mais arrêtons tous les éléments qui touchent. Et nous demandons que dans les opérations électorales, dans la préparation de la candidature, le parrainage soit renouvelé. Où est-ce qu'il se passe l'actualité dans la sous-région? Où est l'actualité dans la sous-région? Où est de quoi je parle? Encore une fois, le parrainage. Donc, avançons dans le processus électoral inclusif et permettons un peu plus d'explication. Dernier point de cette conférence de presse, on me demanderait, vous voulez l'institution d'une cour électorale, vous voulez une nouvelle commission d'une autorité électorale, vous voulez une nouvelle liste électorale, mais ça prend du temps. Non, tout ce que j'ai cité prendrait 3 ans à être mis en œuvre. Si nous avons insisté aujourd'hui pour faire cette conférence, alors que les élections législatives se préparent, alors que le Conseil constitutionnel n'a pas encore donné le résultat définitif des élections présidentielles, c'est parce que nous pensons que la Côte d'Ivoire se bâtit en mettant en œuvre très vite certaines réformes. Je ne dis pas forcément celles, mais que nous conjuguions nos réflexions pour que la Côte d'Ivoire n'arrive pas encore en 2030 avec les mêmes violences, avec les provisions de nourriture, avec ces nouvelles crises, avec ces discours de haine sur les réseaux. Il nous faut 3 ans pour mettre en place tout ce processus
et pour aborder un nouveau cycle électoral en 2028, c'est-à-dire 2 ans avant les élections présidentielles, il faut qu'on soit serein. L'idée de possession exclusive du pouvoir, de conquête du pouvoir à tous les moyens, il faut que ça quitte les Ivoiriens. C'est le peuple. Et puis bon, c'est un jeu démocratique.